Alors, ma réaction à chaud aujourd'hui est très mitigée. Elle est très mitigée parce qu'en fin de compte, je trouve que l'ambition initiale du texte n'est pas en fait traduite aujourd'hui dans cette loi, loi agricole pour l'équilibre dans les relations commerciales aujourd'hui dans les filières alimentaires. Et je pense que l'ambition du départ aurait dû être préservée. C'est-à-dire qu'il s'agissait au départ, pour les revenus des agriculteurs, de rééquilibrer l'ensemble des maillons de la chaîne. Or aujourd'hui, finalement, le rapport de force que les GMS, que les industriels instaurent vis-à-vis du monde agricole, ce rapport de force n'a pas été, selon moi, rééquilibré. Certes, ce texte présente un certain nombre d'intérêts relativement à certaines orientations, mais on va dire sur l'ambition et sur la plateforme globale qui était le rééquilibrage des relations commerciales, je pense que effectivement le compte n'est pas aujourd'hui acquis et il faudra encore revenir une 14e fois parce que ce projet de loi était la 13e réforme fondamentale depuis enfin 1973. Le principal point positif pour moi et assez curieusement concerne l'étiquetage. C'est-à-dire que je pense que c'est une vraie avancée que de voir à partir du 1er janvier 2023 une obligation d'étiquetage sur le mode finalement d'élevage qui va caractériser l'ensemble des denrées alimentaires. Donc ça va changer un certain nombre de choses. Par contre, bémol, c'est pourquoi attendre le 1er janvier 2023 alors qu'on a un consommateur qui est en transition protéique et qui a urgence absolument à pouvoir tracer l'origine des matières premières. Donc ça, c'est un point positif. Deuxième chose, je pense que dans le fond, la limitation des promotions, même si selon moi, ça ne va pas aussi loin que ça aurait dû aller, c'est-à-dire des promotions qui sont limitées finalement à un tiers de la valeur du produit, à 34% de la valeur du produit, dans la limite de 25% des volumes annuels. Donc vous voyez un peu la complexité dans l'application de cette mesure. Derrière, ça va quand même mettre un coup d'arrêt aux promotions et d'un côté, un amendement est passé qui interdit finalement l'utilisation du terme gratuité dans aujourd'hui la vente de denrées alimentaires. Donc je pense que ça va dans le bon sens, même si on aurait dû aller plus loin, encore une fois, pour des filières alimentaires qui sont sous pression. D'accord, je vous remercie. Et donc aujourd'hui, votre témoignage est diffusé à l'Assemblée Générale Socaviac-FEDER. Selon vous, quelles conséquences la coopérative FEDER peut attendre de cette loi? En fait, il y a deux volets dans cette loi. Il y a deux volets. Il y a un premier volet qui a trait aux relations commerciales. Et puis, il y a un deuxième volet qui a trait à la qualité de l'alimentation et au bien-être animal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour FEDER, la question est de savoir quels outils FEDER va mettre en œuvre pour pouvoir, à minima, profiter de l'élan de cette loi. Parce que, d'accord ou pas d'accord avec cette loi, on trouve qu'elle n'est pas assez ferme ou elle ne va pas assez loin, de toute façon, elle va s'imposer à tous les acteurs. Et je pense qu'il faut retenir de cette loi cette volonté de monter en gamme. Le président de la République a voulu monter en gamme, donc cette loi va sans doute renforcer le pouvoir d'attraction des labels. Alors, quand je dis des labels, les labels officiels, le label rouge, mais également les appellations d'origine, et aussi la bio. Ne nous en cachons pas. La bio, grande vainqueur finalement aujourd'hui de ces EGA. Donc, d'un côté, la force de la coopérative, c'est son lien au territoire. FEDER a des éleveurs. Ces éleveurs aujourd'hui sont finalement le socle sur lequel on peut bâtir une marque. Parce qu'avec des éleveurs, avec une marque régionale qui s'impose aujourd'hui comme quelque chose finalement d'indispensable à la coopérative pour toucher directement les consommateurs, et puis derrière des labels. Donc des éleveurs, une marque et des labels, c'est ce qui aujourd'hui va s'imposer. Le gouvernement a voulu cette montée en gamme et donc les distributeurs vont suivre, les industriels n'auront pas d'autre choix non plus, avec une garantie qui est ce modèle de construction des prix. C'est-à-dire le gouvernement a souhaité aujourd'hui modifier la construction de prix, l'inverser. Donc c'est la somme des coûts de production qui aujourd'hui va compter. Donc ce sera l'occasion pour FEDER de déployer des éléments marketing extrêmement intéressants sur le bien-être animal, et je sais que votre coopérative est en pointe sur ce sujet. Ce sera l'occasion également de pouvoir pousser des éléments marketing liés à l'environnement, parce que vous bénéficiez d'un avantage environnemental, parce que vos éleveurs
sont dans des lieux aujourd'hui qui sont effectivement très porteurs pour le consommateur. La naturalité aujourd'hui c'est un point positif. Et puis également, finalement, il ne faudra pas hésiter à mettre en œuvre le revenu de l'éleveur. C'est-à-dire que sur cette marque Feeder, sur cette maison des éleveurs, il est indispensable de se projeter sur ce pilier essentiel qui est le revenu de l'éleveur. Parce que cette loi et tout ce projet de loi a quand même été fait pour finalement améliorer le revenu de l'éleveur. Pour moi, les 4 grandes mesures phares de ce projet de loi sont en 1, l'inversion de la construction du prix, ça c'est indiscutable. En 2, la limitation des promotions. En 3, la hausse du seuil de revente à perte, dit SRP. Et puis en 4, finalement, cette modification de l'étiquetage, un peu comme on le voit dans la filière œuf aujourd'hui, où les codes 3, code 2, code 1, code 0 se sont imposés aux consommateurs. Et on voit bien la segmentation du linéaire aujourd'hui œuf correspond extrêmement bien au choix du consommateur. On choisit selon le mode d'élevage. Et c'est une segmentation qui risque d'avoir des conséquences extrêmement importantes sur le linéaire viande. Ben en fait, concrètement, les steaks hachés Bigard achetés 100 par Leclerc seront désormais interdits de vente à 100 et devront être vendus à 110. Mais ce qui fait aussi que, dans le fond, le groupe Leclerc et certains distributeurs vont retrouver vis-à-vis des nouveaux instruments promotionnels, des NIP, c'est-à-dire les cartes d'adhérents, un certain intérêt. C'est-à-dire que la guerre des prix ne va pas cesser parce qu'on augmente le SRP. Et je pense que certains distributeurs vont créditer les cartes des 10% supplémentaires, rendant aux consommateurs cela. La loi n'interdit pas, effectivement, aux distributeurs de rendre au consommateur sur sa carte de fidélité cette hausse du SRP. Donc vous imaginez que si on n'encadre pas le distributeur, celui-ci qui se bat pour son image prix va continuer à utiliser tout ce qu'il a en sa possession pour pouvoir avoir cette image moins chère. Et donc finalement, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, le gouvernement croit beaucoup à la théorie du ruissellement. C'est-à-dire que pour eux, l'augmentation du SRP de 10% amènera un distributeur qui achète 10% plus cher à un industriel et un industriel qui achète 10% plus cher sur ses prix agricoles. En fait, la loi n'a pas encadré le distributeur et ne l'oblige en rien à acheter 10% plus cher. Donc, vous imaginez ce qui va se passer, à savoir que cette loi aboutit, dans le cadre de la hausse du SRP, à augmenter la marge brute du distributeur de 10% automatiquement, sans garantie de reversement au maillon amont. Ça pose problème.